bonjour à toutes et tous. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Et merci à Diana Dula, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Et Diana Dula a récemment cofondé un groupe de recherche interdisciplinaire, euh, Intergest, qui est basé à l'Université du Havre, Normandie, et qui est né au sein de l'UMR CNRS ID. Donc, nous avons créé ensemble ces groupes de recherche avec Marine Séguier, avec Béatrice Galino-Melenec et d'autres collègues du Havre et d'ailleurs aussi d'autres villes, d'autres universités, d'autres laboratoires, à partir d'une idée qui était de Diana, de Marine Siguier et d'autres collègues de l'Université du Havre, c'est-à-dire le jumelage entre la geste et le geste numérique, ce dont elle parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure. Diana enseigne sciences de l'infocom au département information communication de l'IUT du Havre. Elle est docteur en sciences de l'infocom et docteur en langue et littérature française. Et ces travaux, ces recherches touchent en particulier aux phénomènes mimétiques sur lesquels reposent les communications numériques, ce qu'elle définit avec un syntagme très particulier, celui de communication géminée. Et donc, je te laisse la parole, Diane, et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et donc, après, oui, il y aura bien sûr un temps de change suite à ta présentation. Je coupe mon microphone, je te laisse la parole. Super. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis vraiment très, très heureuse de cette rencontre. On n'a pas eu l'occasion d'échanger, mais je vous écoutais en préalable et c'est vraiment particulièrement intéressant de pouvoir prendre la mesure de ce que sont ces dynamiques extraordinairement riches de la constitution et du fonctionnement d'un groupe interdisciplinaire. C'est vraiment particulièrement intéressant. Je fais le vœu qu'on ait l'occasion de continuer, de discuter ensemble. En tout cas, il me tiendrait à cœur de le faire. J'ai un peu galéré pour partager l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si le partage est effectif? Il Oui, a fallu que je modifie mes paramètres. Ok, je recommence parce que j'ai l'impression que j'ai un peu avancé. Je vais tâcher d'être assez synthétique et de pas trop, enfin bon, d'avoir un rythme relativement soutenu pour éviter de dépasser un temps qui est forcément limité. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si jamais les choses ne vous apparaissaient pas forcément clairement ou que ça pouvait empêcher qu'on comprenne la suite. Entendu? très bien. Alors, je recommence parce que je m'étais un peu avancée. Tout va bien pour tout le monde? Vous voyez assez? Impeccable. Alors voilà, cette première diapo de présentation, les choses ont été déjà dites, écrites. Je passe assez rapidement, juste vous dire que l'histoire de l'intelligence très collective était surtout un jeu de mots. J'ai un peu regretté après, mais enfin il était un peu tard parce que je m'étais interrogée sur sa transparence, mais on aura l'occasion de le commenter si vous le voulez bien. Je m'étais dit que ce serait bien que je dresse un mini autoportrait pour que vous puissiez savoir qui je suis, de faire un point sur ce qu'on peut appeler une genèse du groupe Intergest, de parler de la question de l'intelligence collective qui est tout de même au fondement de mon propos, d'évoquer un itinéraire écranique pour chercher des accords en fait et pour vous montrer ce que je pense que sont des accords possibles avec vos propres dynamiques et parler d'un dessin dans le sens d'objectif en guise de conclusion. Je passe assez rapidement sur les informations qui me concernent. Pépé l'a évoqué rapidement. Pépé que je remercie, pardon, parce que j'ai oublié que je remercie pour cette invitation et merci d'avoir préparer cette médiation qui me fait très très plaisir. C'est la première fois que je m'exprime en fait au nom du groupe de façon interlaboratoire et c'est vraiment pour nous tout à fait précieux.
juste un mot pour vous dire que j'avais eu un premier parcours en lettres modernes, en langue et littérature française du XXe siècle, que j'ai entamé un deuxième doctorat parce que j'étais quand même engagée dans des questions plus liées aux sciences de l'information et de la communication, et qu'effectivement, c'est un terme particulier dont parlait Pépé, et la communication géminée, à propos de laquelle je voudrais dire juste un mot, de manière à ce que on puisse éventuellement tisser des liens entre ce qui se dit ici, ce qui peut être dit à l'intérieur d'Intergest, la constitution du groupe, et éventuellement des projets de recherche qui pourraient s'inscrire dans des axes qui pourraient toucher à la fois au mimétisme, en théorie mimétique en général, au numérique plus largement, avec comment dire ça, des spécialisations entre guillemets autour de l'intelligence artificielle. Donc les très très grands axes en fait de mes recherches, si je devais les résumer, portent effectivement sur les théories mimétiques appliquées au numérique, avec une recherche théorique autour de Dawkins, Juxtel, Guillot et Cavalli-Sforza, qui sont vraiment des repères théoriques très très intéressants, enfin à mes yeux, dans la mesure où on peut rediscuter la question du numérique, du digital en général, à la lumière de la représentation, des théories de la représentation, dès lors qu'elles sont en lien avec des discussions mimétiques. Enfin, je le résume mal, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Le questionnement de la duplication digitale des conséquences sur l'innovation, avec les auteurs que je cite mais de façon partielle. L'étude des impacts de la viralité sur la connaissance, avec notamment un pied dans l'épidémiologie des représentations, qui a été fondée par Jousse avant Sperber, bien évidemment, et Tard, bien évidemment. Une critique de l'intelligence artificielle de ces dispositifs, et bien sûr l'étude de la trace, avec un ancrage dans le signe trace et l'homme trace, qu'avait fondé Béatrice Galino-Melenek, qui est présente et que je remercie pour toutes ses contributions et puis sa grande disponibilité. Alors, j'en viens à la genèse d'Intergest. Juste un mot pour vous dire que c'était parti d'une simple idée. En fait, c'était plus une spéculation, on va dire lexicale, la geste et le geste. Ça m'intéressait fondamentalement, mais c'était en réalité un dossier que je devais préparer pour une publication aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Enfin, je devais le diriger ce numéro. J'avais carte blanche en fait pour le faire, et il se trouve que le projet ne s'est pas fait pour des raisons purement logistiques, matérielles, organisationnelles. Donc j'ai repris en fait l'idée, je l'avais en arrière-tête, mais avant ça, j'avais organisé une journée d'études interdisciplinaires que j'avais appelée Smarting Block. Temps, espace et savoir à l'ère du smart. Ça s'était passé le 17 octobre au Havre. ID, c'est l'UMRID. UMRID, le Havre, en 2022. Et parallèlement, j'ai travaillé avec ma collègue Maude Bonenfant de l'UQAM sur la mise en place et la coordination d'un projet de développement du réseau international de recherche sur les agents intelligents, chatbots, robots, assistants virtuels et compagnons technologiques. Ce projet se poursuit, il prend vraiment de l'ampleur, c'est de plus en plus enthousiasmant. Et en 2003, la thématique me tenait à cœur, j'ai organisé ce séminaire où on avait à l'époque un super soutien du pôle de recherche en sciences humaines du Havre, qui est malheureusement désormais soumis à des changements d'organisation qui nous empêchent de poursuivre de la même façon. Et donc, c'est avec son aide et l'aide de l'e-Laboratory on Human Trace, une UNESCO que co-dirige Béatrice, que ce séminaire a eu lieu. C'était un séminaire vraiment sur une journée qui avait réuni des collègues plutôt de Normandie et qui s'était parfaitement bien passé. Alors, je voudrais juste caractériser cette thématique qui reste originale. L'idée de départ, c'est quand même que le geste, quel qu'il soit, incorpore de la geste, c'est-à-dire au sens narratif du terme, l'association engage une dynamique
qui est mimétique, au sens de la représentation, au sens d'Aristote, hein, j'entends, un imaginaire qui est désormais réifié, dont il faut interroger le poids politique. Et l'étymologie elle-même, elle est croisée, parce que j'ai un peu fouillé pour m'assurer, en fait, de la possibilité de poursuivre un peu façon métaphore filée. Et si on regarde bien, gesta en provençal, gesta en italien, viennent du neutre gesta, du pluriel, pardon, latin gesta, qui veut dire les choses faites, en fait. Et de gestus, fait, qui est un fait, le participe passif de gérer, de porter, de faire. Et donc, on peut noter que parfois, un neutre pluriel latin a donné lieu dans les langues romanes à un nom singulier féminin, c'est-à-dire la geste. Donc, la geste avait aussi le sens de race et d'extraction. Donc, il y a un croisement, enfin, purement étymologique, qui est loin d'être qu'une spéculation, hein, en fait, lexicale. Il y a vraiment des endroits où la geste et le geste se croisent vraiment de façon originelle. En tout cas, les deux sont des rapports en mouvement et les deux produisent des changements référentiels, c'est-à-dire qui concernent et le temps et qui concernent l'espace de la même façon. D'autres choses que la geste et le geste ont en commun, c'est que ce sont des artefacts et qu'ils émergent de volonté, d'expérience de credo, de projection, en bref, de tout processus qui est révélateur, mais au sens photographique du terme, au sens de la mise en évidence. Le geste est fondamentalement le fait d'au moins un mouvement, quand il n'est pas symbolique, et qu'il indique alors la reformulation d'une volonté. La geste est le fait du mouvement par sa nature propre. La geste est diégétique, elle est inscrite dans l'axe espace-temps, y compris quand elle accueille du geste. Enfin, la geste historicise, elle met en parole, elle s'emploie à dérouler des faits, des chroniques et des aventures, et surtout la mise en avant de cet ancrage cinétique, lié donc au mouvement au plus près, favorise la diversité des regards et des approches. On verra en quoi ça convient en fait à l'observation du numérique. C'est en tout cas un cheminement épistémologique qui est en cours. Il s'agissait au départ d'inaugurer une réflexion commune, c'est-à-dire avec les collègues que Pépé avait cités dans un premier temps, souligner les points de rupture ainsi que les continuités, les liens, les filiations, enraciner le geste numérique dans une archéologie qui est plus vaste, qui va de la chanson de geste médiéval jusqu'au swipe, enfin, si on veut, mais pas que ça. Historiciser enfin le geste, de sorte à parvenir à rematérialiser le numérique par le fait d'interroger l'objectivité des dispositifs informatisés. C'est évidemment un processus qui est en cours puisque on est tout neuf, enfin on est tout jeune et tout récent. J'ai reproduit en fait ici l'affiche de la première rencontre séminaire que j'avais évoquée. En zoomant, on peut voir les participants et on peut noter que l'ouverture a été que dès l'ouverture, on avait vraiment des approches interdisciplinaires très très fortes. La première ouverture, c'est par le professeur Maté. C'est une professeure en littérature médiévale aux origines de la geste, une petite introduction médiévale particulièrement stimulante. Et par Béatrice Galino-Melenek, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication, à propos d'une introduction à l'histoire de la place du geste en anthropologie de la communication. Je passe sur les détails, mais il s'agissait, enfin, on avait accueilli des collègues vraiment venus d'horizons différents. Ça s'était particulièrement bien passé et pour information, en fait, on s'est désigné cofondateur du groupe à partir de cette même journée, c'est-à-dire du 6 décembre 2023. Il y a eu ensuite une deuxième rencontre séminaire parce qu'on avait envie de se retrouver et on voulait poursuivre la fouille, cette fouille un peu primaire. Je n'ai pas indiqué le détail, mais c'était vraiment un séminaire de travail, toujours au sujet du jumelage entre la geste et le geste, à l'aune du numérique. Donc, on a plus précisé des choses. Et on l'avait sous-intitulé « Apport conceptuel, propositions théoriques et perspectives épistémologiques ». Et donc, on retrouve les mêmes collègues que la première fois.
Pépé aussi. Et une troisième rencontre parce que on trouvait que c'était intéressant de poursuivre, qui nous a permis de dégager ces points communs, de la même façon qu'on a pu identifier nos différences, surtout de méthode. Cette troisième rencontre était déjà sous le signe d'un groupe de travail qu'on avait appelé le groupe de travail Intergeste. C'était relativement générique à ce moment-là, mais c'était le 13 mai, c'est-à-dire que c'était il y a moins d'un an, 13 mai 2024. Si on arrive à regarder dans le détail, on verra que il y avait d'ores et déjà des explorations qui étaient peu thématisées, pas en axe parce que ça n'était pas l'idée première. On cherchait pas, on parlait plus d'équipe à ce moment-là. Et on les avait appelés les robots humanoïdes, l'IA, l'e-santé, sémiologie de données médicales et l'exploration du paradigme amateur et d'une esthétique de la mocheté. Ce que je souhaite vous montrer désormais, si j'arrive à... Je vois pas bien mon propre écran. Voilà, c'est de vous montrer à quel point l'organisation était, je l'ai appelée distributive parce que je ne savais pas, je ne trouvais pas de mots qui soient suffisamment clairs. À l'issue de la deuxième rencontre, on a établi un fonctionnement assez dynamique, par des dialogues en ligne, évidemment par des drives parce que c'est particulièrement réactif, il nous semblait. Et j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer comment on a pu fonctionner, c'est-à-dire y compris sur le nom du groupe. Il était évidemment systématiquement question de voter sur les décisions qu'on voulait prendre et on essaie d'ailleurs de poursuivre dans la même dynamique. De la même façon, le croisement méthodologique interdisciplinaire a rendu possible la formation assez rapide de communs thématiques. Mais là aussi, on parlait pas, là encore, on ne parlait pas d'axes. Et d'ailleurs, axes, on appelle nos dispositions, nos distributions axes, mais pour des raisons un peu, on va dire, pratiques. Mais ça n'était pas ce qu'on cherchait. On voulait surtout constituer des dynamiques par équipe pour pouvoir travailler ensemble. Et à un moment donné, en fait, c'est une autre capture d'écran où les choses se sont reformulées assez naturellement avec une équipe appelée la reconnaissance faciale, une équipe appelée la place des écrans dans l'enfance et l'adolescence, la gestique des robots compagnons, la geste amateur dans les gestes amateurs dans les productions audiovisuelles. Le croisement méthodologique interdisciplinaire a rendu possible des mises en commun, à la fois référentielles, c'est-à-dire avec des bibliographies, et à la fois thématiques, dirons-nous. Les références ont été prélevées dans des travaux individuels, dans les travaux de chacun, et on finit par recomposer une sélection thématisée pour tous. Et ils ont justifié l'argumentaire élaboré sans S par les argumentaires élaborés par les coordinateurs de chacun des axes. On peut rentrer en fait dans le détail, mais je pense que on pourra y revenir si vous le souhaitez. Je sais pas que ça nous prenne trop de temps. Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est sur la base de ces croisements que les coordinateurs de chaque axe, dirons-nous désormais, ont pu rédiger leur argumentaire. Donc, il y a des argumentaires pour chacun des axes. Les différentes intersections ont donc produit une bibliographie générale, collégiale, et qui est accessible à tous. Dès lors, des travaux interdisciplinaires ont été engagés sur les machines narratives, autrement dit la geste, qui sont stimulées par les corps dans l'agir digital, autrement dit le geste, pour faire un peu simple. Donc, la formation des axes en elle-même a été un processus spontané. Elle reposait sur des alliances d'intérêts scientifiques, d'intérêts individuels dans un premier temps,
Les associations ont mené à la constitution de binômes, parfois élargis à mesure des rencontres à des trinômes, puis en équipe, qu'on a parfois appelé team pour rire, hein, dans un bref intermède. On a décidé ensemble des appellations internes à chaque groupe. Il y a eu des propositions sur lesquelles on a fait des votes et on a formé définitivement les quatre axes. Les voici les quatre axes que vous les avez peut-être consultés en regardant un petit peu qui nous étions. La gestique des robots humanoïdes, avec pour sous-titre anthropomorphisation, incorporation et récit des robots humanoïdes, coordonné par moi-même et Inès Garmon. Le geste amateur dans les productions audiovisuelles, coordonné par Soufiane Jafik, par Christophe Pic et Marine Siguier. La place des écrans dans l'enfance et l'adolescence, de la geste imaginaire au geste réel, coordonné par Fabien Bitu et par Karine Roucan. La reconnaissance faciale, cognition, émotion et signification, coordonné par Pépé, par Joël Colloque et par Béatrice Galino-Melenek. Je souhaitais rentrer un peu dans les thématiques de chacun. Je pense que j'ai le temps. Je vais essayer de faire assez vite. Pour ce qui est de la gestique des robots, en fait, c'est parce que je passe au croisement avec ce qui serait un itinéraire écranique. Dans la gestique des robots humanoïdes, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les robots œuvrent à la fabrication du mimésis transhumanisante et à la métamorphose radicale des représentations sociales et sociétales. Dit comme ça a l'air assez large, mais en fait, on rentre vraiment dans les détails, on regarde du côté des robots compagnons et des robots sexuels connectés. Ce qui nous amène à engager des domaines de thématisation tels que les enjeux sémiotiques de la reconnaissance et de la ressemblance, la fictivité-fictionnalité du character, en anglais, c'est-à-dire en tant que personnage humanoïde, les gestes contact, les gestes d'interactivité avec les micro-moments. Les micro-moments, c'est un syntagme de ma collègue d'Inès Garmon, qui engage la mise en contact. La question même de l'incorporation des robots, leur organicité, puisqu'il y a énormément, dirons-nous, de progrès, quoique ça se discute sur ce plan. Et voilà très rapidement. Pour ce qui est du geste amateur dans les productions audiovisuelles, toujours dans cet itinéraire écranique, il est question des enjeux sémiologiques, politiques, esthétiques et écologiques du geste amateur dans les productions audiovisuelles. En fait, les recherches se focalisent sur l'analyse d'un corpus de contenu produit par des non-professionnels, avec la publication, ce qui laisse apparaître dans les publications sur les réseaux sociaux numériques, les mèmes, les films documentaires. Il s'agit alors d'interroger la geste derrière les gestes de l'amateur ou de l'amateurisme. De quel discours s'agit-il? Quels sont les récits qu'ils ont mis en avant? Quelles sont les valeurs sous-tendues dans cette double posture de l'amateur qui se situerait entre résistance et conformité? Les domaines de thématisation, les enjeux sémioesthétiques du lait entre guillemets, parce que le terme, la catégorie est du point de vue on va dire de l'esthétique remise en discussion en permanence, la puissance communicationnelle du stéréotype, les cultures visuelles et les résistances plus largement. Pour ce qui est de la place des écrans dans l'enfance et dans l'adolescence, l'axe est porté par un collègue de Rouen, un enseignant-chercheur en sociologie, en psychosociologie, si je ne me trompe pas, et Karine Roucan, qui a un itinéraire de lettres modernes, en fait, qui a fait un doctorat en lettres modernes, mais qui s'intéresse particulièrement à ces nouvelles tendances, surtout à la question de la lecture. Il s'agit de voir la place des écrans dans les familles, dans l'imaginaire des enfants et des adolescents et dans la relation parents-enfants, sachant que les gestes nouveaux induits par la place des écrans à la maison s'accompagnent d'une nouvelle façon de considérer la famille, en créant du lien ou bien, au contraire, en empêchant la communication. Les domaines de thématisation sont ici l'enfant, l'adolescent, les environnements littéraires et numériques, la chaîne du livre de jeunesse numérique, l'imaginaire numérique chez l'enfant, la pensée numérique de l'enfant,
la place des écrans dans l'environnement systémique de l'enfant. Et j'ai perdu mon écran. J'arrive. Enfin, dernier axe, la reconnaissance faciale, cognition, émotion, signification, dont Pépé est un des porteurs. Il s'agit d'étudier une phénoménologie des gestes qui souligne que la reconnaissance et la compréhension des gestes d'autrui est un facteur crucial de la dimension humaine des gestes. Quels signes de traces permettent à l'humain de détecter qu'un geste provient d'un autre humain ou d'une machine? Que se passe-t-il quand un geste humain est reconnu par une machine? Le visage considéré non pas comme objet mais comme relation. L'idée de faire visage dans les échanges numériques. Les domaines de thématisation sont les pratiques numériques, profilage, identité numérique, réseaux sociaux, communication à distance, la santé, la relation médecin-patient, les soins, la thérapie. Joël Colloque, notre collègue, est à la fois médecin et informaticien. Il a vraiment une vue particulièrement complexe sur ces questionnements. Et c'est vraiment particulièrement intéressant de voir comment se combinent ces méthodologies dans ces observations. Toujours dans un itinéraire écranique, la question des interfaces, ce que je voudrais souligner ici, c'est que le jumelage entre la geste et le geste suscite des pistes pour considérer les formes de la rematérialisation du numérique dont je parlais avant. Je l'avais aussi souligné parce que il me semble que nous progressons vers cette interrogation-là de façon assez systémique et assez systématisée. Et via la convocation des écrans et des interfaces de façon plus élargie. Ce que l'on peut dire du point de vue d'Intergest, c'est que les écrans sont des prolongements entre lesquels et dans lesquels évolue la technogenèse du visage, que les écrans modifient la geste dans les foyers comme la photographie avait développé l'idée de mémoire familiale, que le robot compagnon reformule l'interface comme un cadre de la communication, sous-entendu la communication connectée, une communication simulacre d'interaction où l'utilisateur joue un jeu qui est préécrit en amont et auquel il ne peut se soustraire, que les réseaux sociaux numériques se présentent en cadre vide, accueillant pour des contenus audiovisuels amateurs des interfaces qui sont propices à l'émergence d'esthétiques inédites et qui sont revendiquées comme authentiques dans le cadre de ce que on peut appeler le bricolé ou le lait et le lait. Alors, je voudrais vous montrer ici, juste, j'entendais tout à l'heure vos échanges au sujet de ce qui serait bon de formuler peut-être de façon déclarée, dirons-nous. Nous l'avons fait en fait assez rapidement, c'est-à-dire que on a effectivement rédigé une sorte on l'a d'ailleurs appelé manifeste, qui n'a rien d'impératif, mais c'est une façon de poser les choses de manière déclarée, de manière à ce qu'on puisse y retourner, chacun d'entre nous, si jamais les choses pouvaient sembler un peu diluées ou sembler se dissoudre quelque peu. C'est ici juste une citation. J'aurais pu faire une capture d'écran, mais c'était plus simple de recopier. C'est pas tout à fait à la rubrique manifeste, mais c'est relié en fait avec perspective et ligne de conduite. Ce sont les premières choses qu'on s'était dites. Il paraît indispensable que chacun soit libre d'avancer des horizons originaux dans le traitement de la geste et du geste numérique. Engager des pistes originales nous assurera d'éviter le piège de l'état des lieux, de la photo, du constat, de l'illustration. Et sans rien ignorer de l'histoire conceptuelle qui fonde l'expertise de chacun, il est peu d'intérêt à répéter des évidences sans interroger des évolutions et des enjeux, et quels qu'en soient les termes culturels, sociaux, épistémologiques, plus largement cognitifs, clinico-organiques, industriels, phénoménologiques, et ainsi de suite. Pour enquêter sur le devenir de nos objets et terrains, nous devons peut-être prendre appui dans au moins un dispositif informatisé,
smartifiés, entre guillemets, ou bien concernés aujourd'hui ou demain par une évolution digitale. C'est un positionnement objectivant qui a l'avantage de circonscrire des principes technoprogressistes à l'œuvre, tout en ouvrant sur des perspectives ou simples hypothèses médiamorphiques dans lesquelles la geste et le geste sont centraux. Qu'il s'agisse de réification, idéation, réticulation, homogénéisation, réincarnation ou incarnation, transhumanisme. C'est une citation qui est d'une séquence donc des lignes, des perspectives et lignes de conduite qui apparaît en chapitre dans notre drive, dans le drive que nous partageons et qui s'établit comme une ligne générale. Ce que j'ai souligné, c'est moi qui l'ai fait, d'accord, horizons originaux, interroger les évolutions des enjeux et positionnement objectivant. Horizons originaux parce que il me semblait indispensable qu'on puisse travailler sur, dans une perspective d'innovation, mais d'innovation pas à tout prix, d'innovation dans le sens d'une fouille, purement et simplement, sans qu'on se préoccupe de savoir si l'on correspond à ce qu'on pourrait appeler des tendances, sans qu'on soit borné par des appartenances institutionnelles, par une prédétermination, et ça me semblait vraiment déterminant. Interroger des évolutions et des enjeux, c'est une façon d'indiquer une fois que l'on a dit ce qui s'est déjà fait, ce qui est déjà dit, et ainsi de suite, il faut s'obliger à aller plus loin. Voilà, mon sentiment souvent, c'est que ce que l'on lit, ce que l'on voit en sciences de l'information, la communication parfois, est souvent de l'ordre du constat, sans qu'on sache très bien quelle est l'adresse, c'est-à-dire quelle est la perspective et quelle est comment dire ça, quelle est la racine à partir de laquelle on peut aller plus loin. C'est une impression peut-être, mais elle se vérifie assez souvent et je trouve ça tout à fait dommageable pour ma discipline. Pour ce qui est du positionnement objectivant, et là on retrouve évidemment des dynamiques sur les écrans qui vous sont propres également. C'est vraiment de s'attacher à un dispositif, c'est-à-dire de vraiment mettre en discussion un dispositif informatisé parce que la question de la rematérialisation du numérique, enfin le test en fait, l'enquête autour des possibilités de la rematérialisation d'un numérique qui est de moins en moins virtuel, on est bien obligé de s'appuyer sur des dispositifs pour pouvoir mener ces discussions. D'où les mots qui suivent: réification, idéation, réticulation, homogénéisation, et ainsi de suite. Toujours dans les perspectives et lignes de conduite, voilà, un préalable, c'est le cycle de webinaire qui est en cours de déroulement. Peut-être en avez-vous pris connaissance. Le calendrier est disponible sur le lien qui accompagne les actualités d'Intergest. Alors, ce cycle de webinaire a été une idée commune en fait, mais c'est une formule qui a été pensée selon une double logique. La première, c'est de faire prospérer les équipes et les axes, asseoir des horizons épistémologiques en poursuivant les intersections méthodologiques, bien sûr, c'est-à-dire continuer à travailler ensemble de manière assez libre et sur la base on a appelé ça le plaisir, le plaisir de travailler, et porter une information suivie et prolongée pour conduire jusqu'à l'agenda de l'organisation du premier colloque international sans eux, du groupe Intergest, qui aura lieu à la fin juin au Havre, à l'Université du Havre. Donc, en fait, on s'était dit, à la fois, on continuera de travailler ensemble et à la fois, ça nous permet de prolonger la dynamique jusqu'à la tenue du colloque, quitte à réorganiser en fait cette dynamique par la suite. Alors voilà le cycle de webinaire. Je passe sur le détail. Juste vous dire que notre premier invité
était Serge Tisseron, psychiatre et doctorant en psychologie, à propos de Mon robot, les émotions et moi, et que nous avons déjà entendu Charles Lenné, professeur de philosophie et sciences cognitives à l'Université technologique de Compiègne, au sujet des gestes perceptifs et interactions émotionnelles. Et nous avons hâte à la suite, le 27 février, lorsqu'on entendra Marcello Vitali Rosati, qui sera un de nos keynotes au colloque. Et le colloque, justement, une confirmation, pour être tout à fait sincère, on attend encore parce que on attend encore de confirmer la confirmation. C'est parce que l'environnement, dirons-nous, politique, nous met quelques freins. C'est-à-dire que les financements que nous avions déjà obtenus se trouvent légèrement diminués. Donc on attend un petit peu de savoir à quelle chose on sera mangé avec la loi des finances. Alors on nous dit de rester optimiste, donc c'est ce qu'on fait. Mais voilà. Alors les choses telles qu'on les a formulées d'ores et déjà. L'appel à communication, si ça vous intéresse, est disponible en fait sur la page du carnet hypothèse. Ce colloque aura lieu, comme on l'espère, les 26 et 27 juin à l'Université du Havre. Les plénières sont confirmées par Antonio Casilli, que vous connaissez, j'imagine, donc vous connaissez la réputation, et de Marcello Vitali Rosati. Je tiens à remercier Pépé à cette occasion pour ses contacts, parce qu'il nous a permis de largement faciliter les choses. Le principe d'organisation, c'est que chaque trinôme ou binôme d'Intergest aura la responsabilité d'un atelier dans le cadre de ce colloque. On appelait ça atelier. Et il aura en amont à sélectionner les propositions, à animer l'atelier correspondant et à restituer un bilan des interventions de son atelier lors de la plénière, enfin de la dernière plénière. Je vous montre les deux affiches qui sont presque prêtes. La première, elle est plus destinée à un affichage en interne dans mon département parce que elle est plus destinée aux étudiants, elle est en 2D, mais en fait, j'ai acheté des lunettes pour pouvoir la voir en 3D. Elle a été faite par un ami auteur de BD. Donc c'est assez amusant, enfin je trouve. Et puis l'autre annonce qui n'est pas définitive en fait, c'est une proposition qui nous a été faite par le service communication de l'université, mais que je vous propose là comme ça en guise d'illustration. Et ce faisant, je passe à un dessin, c'est-à-dire un des objectifs, la suite que j'ai sous-titré Innover venir. L'idée c'est quand même de demeurer, quoi qu'il arrive, lié par la thématique et d'évoluer vers une labellisation, groupe de recherche ou bien groupe d'études, on verra. Lancer un projet éditorial avec des aides de colloques, ouvrages collectifs, la formule reste à discuter. Et ouvrir de nouveaux cycles de webinaires sur le principe suivant une année, un cycle, un axe. Mais attention, il ne s'agirait pas de consacrer une année à un axe, parce que ce serait pas suffisamment intéressant. Enfin, il y aurait pas suffisamment d'intersections, suffisamment de croisements. Mais de progresser dans cette philosophie première des intersections, des ramifications avec l'observation et l'analyse de ce que chacune des équipes telles que constituées, trouverait comme ancrage possible, c'est comme objet une méthode, chez d'autres équipes. Si ça n'est pas clair, j'y reviendrai. Quelle organisation? Chacune des 4 équipes interroge la sous-thématique du cycle en cours à la lumière de ses propos objets et méthodes. Par exemple, quelle serait la contribution de la robotique, qui est l'axe, un des 4 axes dans les 3 autres dynamiques. Ou bien, quelle analyse de l'anthropomorphisation des objets circulants dans les écrans, ou bien dans les productions audiovisuelles, et ainsi de suite. Il s'agit d'observer des terrains communs, comme entre la représentation des émotions et des écrans au sein des foyers, ou bien de pister les enjeux de l'anthropomorphisation dans le questionnement de la reconnaissance faciale. On peut obtenir 1000 croisements. C'est une proposition dont on n'a pas tellement discuté, c'est-à-dire qu'on l'a formulée, mais il faudra qu'on y revienne. On attend un petit peu d'avoir des informations sur l'organisation
tel quel, c'est-à-dire, en gros, le colloque, savoir dans quelles conditions on pourra l'organiser. Quelle formule donc? Chaque équipe pourra s'entendre en interne sur la formule qui l'intéresse, sur des alternatives, comme le dialogue scientifique avec un guest, vous me passerez l'anglicisme, comme pour la première édition, l'exposition de travaux personnels avec la mise en lumière de ceux qui, au cœur de ces travaux, donnent écho à le geste, enfin à la combinaison des deux, l'analyse d'un appareil critique, pourquoi pas, une ou plusieurs références d'un appareil critique remarquable au sens où nous tous avons intérêt à le remarquer, littéralement, un appareil critique récent, qui serait inédit parce que interdisciplinaire, inattendu en raison de l'auteur, complexe par l'abord interdisciplinaire, des supports théoriques pour faire progresser les recherches de chacun. En guise de conclusion, l'indisciplinarité, je voudrais remercier les collègues qui ont rallié ce projet et qui continuent de le faire vivre. C'est un objet d'étude que j'ai envie d'appeler indisciplinaire, et un horizon qui est l'indiscipline ne supposant pas le désordre, bien au contraire, mais la reformulation de frontières entre les sciences humaines et sociales et entre les sciences humaines et sociales et les sciences et techniques. J'ai reproduit ici ce que une citation de Lydia Morin qui m'avait inspiré ce propos. Transdisciplinaire signifie aujourd'hui indisciplinaire. Toute une énorme institution bureaucratisée, la science, tout un corps de principes résiste à la moindre remise en question, rejette avec violence et mépris, comme non scientifique, tout ce qui ne correspond pas au modèle. Je vous remercie pour votre attention et merci à nouveau de m'avoir accueilli.